Alors justement, pour revenir sur les 35 heures, donc elles ont plus de 20 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on a observé à l'époque des 35 heures, d'un point de vue encore de Ouais, alors là, moi, d'économie? c'est vraiment quelque chose qui me rend dingue là, dans ma profession d'économiste, c'est qu'il y a beaucoup de débats théologiques, comme on aime bien en France, de tous les côtés, malheureusement. Et il suffit de regarder les chiffres. Alors je sais que la population française est fâchée avec les chiffres. Il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là dans l'enseignement dès le plus jeune âge. Je le vois avec ma fille au collège, c'est dramatique. Bref, donc il suffit de regarder donc la courbe que je vous ai proposée, qui est tout simplement l'évolution de l'emploi privé sur une très longue période, disons depuis 1950. Et quand on regarde cette courbe, en fait, on voit plein de choses quand même très étonnantes et qui en plus ne sont pas connues. Donc la première chose, c'est que entre par exemple 1950 et 1990, on voit donc la courbe montre le nombre d'emplois privés qu'il y a dans l'économie. On compte le nombre de gens qui travaillent dans le secteur privé dans l'économie française. Et entre 1950 et 1990, on voit que ce nombre il fluctue, mais il augmente quasiment pas. C'est-à-dire qu'il fluctue entre 16,5 millions et 17 millions d'emplois privés en France. Alors, vous n'étiez pas là, moi non plus, mais entre 1950 et 1990, le pays, il connaît, c'est la fameuse période des 30 Glorieuses, il connaît une transformation prodigieuse. C'est-à-dire qu'on passe d'une population qui est moitié rurale à une population qui est majoritairement urbaine. C'est le moment où les gens s'équipent, on a un frigo, on a une voiture, on commence... En 1990, c'est très courant de prendre l'avion, enfin, on a un niveau de richesse qui est dingue. Donc, si on pense aux images qu'on a tous vues, 1950, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a tous vu aux infos, les documentaires, la France de 1990, un pays beaucoup plus peuplé. Il y a 40 millions d'habitants en 1950 en France, il y en a 55 millions d'habitants en 1990. Donc la population a augmenté énormément, la richesse a augmenté énormément, et la richesse par habitant a beaucoup augmenté. Et le nombre de gens qui travaillent dans l'économie privée n'a pas augmenté. C'est dingue. C'est absolument dingue. En fait, ça c'est le fait économique majeur. Si on ne connaît pas ce fait-là, on ne comprend rien. Bon, comment c'est possible? Mais ça, c'est les machines. C'est des machines. C'est qu'en fait, maintenant, partout, il y a des machines. Mais le problème, c'est que, alors qu'on est un pays très technicien, on a inventé le Minitel, je ne sais pas pourquoi tout le monde se moque du Minitel maintenant, c'était clairement une avancée énorme, effectivement, voilà. Airbus, le TGV, tout ce qu'on veut. On est une société hyper technicienne d'ingénieurs. On est un pays d'ingénieurs. La plus grande école de ce pays, c'est pas du tout l'ENA, c'est l'école polytechnique, et il faudrait qu'on s'intéresse là-dessus, à ça un jour aussi. Bref, on est un pays qui est fasciné par la technique, on est un pays qui a été façonné par les ingénieurs. Lorsque l'industrie automobile est inventée au début du XXe siècle, le premier pays exportateur au monde, c'est la France. Donc, mais ces machines, elles sont nulle part dans notre enseignement. Vous comme moi, au collège, au lycée, le fait que la voiture a structuré l'espace, le fait que tout ce qui se passe maintenant, que les addictions qu'on a tous avec notre fameux téléphone portable, qui est plus puissant que les véhicules spatiaux qui sont allés sur la Lune, toute cette réflexion-là est totalement absente de notre enseignement, très largement absente de nos informations, donc on ne voit pas ces machines. Mais ces machines, elles font des gains de productivité. Et l'humanité, je sais que c'est des grands mots, mais l'humanité a changé au cours des 2 derniers siècles uniquement à cause des machines. Les machines ont tout changé et elles sont aussi la cause, on sait, de la dégradation de l'environnement. Bref, ces gains de productivité font qu'on a besoin de moins en moins de monde pour produire toujours plus. Et quand on revient à ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une seule période depuis 1950, donc depuis 70 ans, on a une très forte hausse de l'emploi. C'est au moment où sont mises en place les 35 heures. Donc, dire les 35 heures est une catastrophe, ça n'est pas possible. Comment vous pouvez dire que les 35 heures est une catastrophe si le moment historique, encore une fois, sur 70 ans, on a une très forte hausse de l'emploi, c'est au moment où on a mis en place les 35 heures. Alors, je suis un économiste, donc je sais que ce n'est pas parce que 2 choses ont lieu en même temps qu'il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle une corrélation, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, l'été, on vend plus de bière et il y a plus de feux de forêt, par exemple, une causalité, ce n'est pas forcément parce qu'on boit plus de bière qu'il y a plus de feux de forêt. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Mais il y a plein d'études qui ont été faites, sérieuses. Je cite des gens comme Denis Clerc ou le regretté Michel Husson qui est mort cet été, qui ont montré très très clairement qu'il y a une contribution nette. Donc si on aime les chiffres, on dira sur les 1,5 million d'emplois qui sont créés à cette époque-là, il y en a à peu près 400 000 qui sont dus aux 35 heures. Donc, le résultat est net. Encore une fois, il suffit de regarder la courbe. Il y a eu des débats sur l'augmentation du coût du travail à l'époque, ça n'est pas vrai. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une charge fiscale sur les entreprises? Non, parce que, mais là aussi, il y a un rapport parlementaire, enfin, tous les faits sont très connus, c'est-à-dire qu'effectivement, les 35 heures, ça a coûté de l'argent à l'État, mais, par exemple, ça a coûté, dans un ordre à peu près 10 fois moins cher que le CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi par emploi créé. Donc oui, ça a coûté de l'argent, mais ça a permis de créer des emplois. Évidemment, la baisse du chômage fait aussi des économies sur la dépense publique, donc il faut prendre tout ça en compte. Et d'autre part,
encore une fois, je suis assez vieux pour l'avoir vécu, la mise en place des 35 heures, moi, je n'étais pas du tout favorable à la mesure a priori. Ah oui. Je pensais que c'était une mesure beaucoup trop rigide, très technocratique, avec Martine Aubry, qui est quand même quelqu'un qui aime bien dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, c'était pas du tout flexible, c'était pas justement social-démocrate au vrai sens du terme, justement des pays nordiques, dont je suis assez fan, qui eux sont beaucoup plus capables de faire des choses négociées au plus près des entreprises. Bref, donc moi j'ai observé ça et j'ai vécu les 35 heures. Et ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une très forte baisse du chômage. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette très forte baisse du chômage? C'est qu'il y a eu un optimisme très fort qui est revenu dans la société française. Nous, on l'a vécu à cette époque-là, qui a fait, sur le strict plan économique, que les gens ont plus consommé, que les entreprises étaient plus optimistes, elles ont plus investi. Donc il y a eu un effet qu'on appelle macroéconomique des 35 heures qui est indéniable. Il y a même des études qui montrent qu'il y a eu un regain de la natalité à ce moment-là, parce que, bon, et en plus, il y a eu la Coupe du Monde 98 avec Zidane et tout ça. Donc c'était la belle période, mais très clairement, les 35 heures ont été une politique efficace, sachant qu'en économie, comme dans la vie d'ailleurs, il n'y a jamais rien d'absolu. Toute politique a ses inconvénients. Mais quand on compare cette politique des 35 heures à n'importe quelle autre politique de l'emploi menée ces dernières décennies, c'est de très loin la meilleure. Et ce que je trouve intéressant d'un point de vue intellectuel et désolant d'un point de vue psychologique, c'est qu'il y a encore il y a plus qu'un débat, c'est-à-dire qu'il y a un consensus qui s'est établi, y compris chez des gens de gauche, pour dire que les 35 heures ont été un échec. Alors que la réalité, c'est l'inverse. Et donc ça, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, c'est-à-dire comment, dans un pays qui prétend être rationnel sur des trucs où il y a des chiffres, où il y a des études, comment est-ce qu'on fait pour croire quelque chose qui est faux?